GTA 404. Et voilà, mon histoire est terminée. Alors, vous en avez pensé quoi? Eh oh! Eh abruti! Aïe Eh t'es marrant toi, comment tu veux rester éveillé vu la façon dont tu racontes? Non mais c'est quoi ces conneries, un chevalier squelette avec un seul œil qui va dans les champs de blé se taper la fermière? On a vu ce que ça a donné avec Jérém. D'ailleurs, il est où lui? Il avait de la bouse plein les yeux, du coup il a voulu se rincer le visage en allant dans la rivière. Bah et alors? Je le vois pas, il est pas revenu. Bah justement, il y voyait plus rien et ce con est parti du mauvais côté. Tu sais le ravin du Canyon d'Icana, celui où tu lances une pierre dedans et elle met à peu près 20 secondes pour arriver en bas? Bah voilà, c'est là. Mais le canyon Icana, c'est pas là où les morts n'arrivent pas à trouver le repos? Effectivement, Icana. Il s'en est passé des choses là-bas. Tiens d'ailleurs, ça me rappelle une histoire. Mais par contre, on dirait que t'en as absolument rien à carrer que Jérém soit pas avec nous. Ah bah attends, je l'oublie pas moi, hein, c'est comme les 20 000 pièces d'or que je lui... Enfin, qu'il me doit. Enfin bref. Icana, tu disais? Il paraît qu'un jeune garçon du royaume d'Hyrule est passé par ici il y a quelques années. Il était originaire de la forêt Kokiri. Des sortes d'elfes habillés en vert mais qui grandissent jamais. Va savoir pourquoi. Mais ce petit schnappon était le chouchou de la princesse Zelda, et il a affronté les plus grands dangers pour sauver le royaume d'Hyrule. Beaucoup de gens aujourd'hui ont tendance à se rappeler de cette aventure où il se transformait en adulte grâce à un instrument de musique. Mais peu de gens savent ce qui s'est passé après. Plongeons-nous tous ensemble dans la découverte de ce jeu qui a marqué les mémoires en 2000, The Legend of Zelda Majora's Mask. Ah, les années 2000, les lecteurs MP3, les baladeurs, Lori, Kyo, Tragédie, c'était la belle époque mine de rien. Mais au-delà de passer un nouveau millénaire, on changeait aussi de génération de consoles. C'est vrai que depuis la brouille entre Sony et Nintendo, c'était un peu la guéguerre, hein. Il fallait faire fort face à Final Fantasy VII avec Cloud et Sephiroth. Sorti en 1998, The Legend of Zelda Ocarina of Time. Le succès fut fulgurant. 2,5 millions de jeux vendus en 39 jours. Cet exploit fut même gravé dans le Guinness des records. Le public avait adoré cette idée de traverser le monde d'Hyrule à cheval, alternant entre l'enfance et l'âge adulte pour aller éclater Ganondorf. Bon, je vous ai placé le topo, maintenant, place à l'histoire. Le jeu commence dans les bois perdus. Nous retrouvons Link chevauchant sa belle jument Epona. Brièvement, nous apprenons que Link est à la recherche d'un de ses compagnons. Aucun nom n'est prononcé, mais les joueurs d'Ocarina of Time auront deviné qu'il s'agit de Navi, la fée qui accompagnait Link dans sa précédente aventure. On n'a d'ailleurs jamais su pourquoi elle s'était barrée dans la dernière scène du jeu, mais au moins ça leur a donné une excuse pour faire la suite, donc bon, on va pas chercher la petite bête, hein. Et justement, des petites bêtes, il y en a plein dans la forêt. Et Link examine toutes les fées. Mais il ne se doutait pas qu'il était observé par un mystérieux personnage masqué, répondant au doux nom de Skull Kid. Comme Link l'avait appris dans sa précédente aventure, tout enfant se perdant dans la forêt se transforme progressivement en Skull Kid, un espèce d'épouvantail mais sans visage. Ce jeune inconnu n'était pas seul. Il avait avec lui deux fées. Taya, de couleur blanche, et Tael, de couleur violette. Ces deux fées firent peur à la jument de Link qui le projeta sur le sol et l'assomma sur le cou. C'est alors que Skull Kid s'approcha du corps inerte de Link et fut intrigué par son ocarina du temps. Instrument confié par la princesse Zelda elle-même. Alerté par le bruit, Link tenta de récupérer son instrument en essayant d'attraper Skull Kid. Alors attends, t'as battu Ganondorf et t'essaies d'attraper ton adversaire comme si tu jouais à chat? C'est pas comme si t'avais eu un lance-pierre dans le jeu d'avant. Ah bah si, t'en avais un. Bon bah, RIP hein. Surtout que Skull Kid il vous vole votre cheval, et Link il essaie de s'accrocher tant bien que mal dans une des scènes dignes des plus belles attaques de la diligence dans les westerns. Si, je vous assure, c'est golden, mais j'en dis pas plus. Vous reprenez donc le contrôle de Link et vous lancez à la poursuite de Skull Kid. Et ce qu'on peut voir, c'est que globalement, c'est les mêmes commandes qu'Ocarina of Time. Ah, attendez, il y a quand même quelque chose qui m'a toujours fait marrer aussi. Quand vous prenez le contrôle de Link, vous devez sauter sur 3 plateformes qui se succèdent.
Et vous vous rendez compte que Link fait des saltos en sautant d'une plateforme à l'autre. Et c'est drôle parce que, autant quand j'étais gosse, je trouvais ces sauts juste géniaux, autant aujourd'hui, je peux pas m'empêcher de me dire que les développeurs, ils ont voulu se la péter en disant « Eh, regardez, Link a battu Ganondorf, il est plus fort et il peut faire des saltos maintenant !» Au bout de ce chemin se trouve un trou, dans lequel vous tombez, mais vraiment comme un guignol. Ah, il est beau le héros du temps, bordel. Pendant votre chute, vous apercevrez différentes icônes multicolores représentant des masques. On se pose quand même la question de ce que Link avait pris au petit-déj quand même. C'est alors que vous atterrissez sur une fleur géante après être tombé sur plus de 50 mètres. Oui, rien que ça. Je sais pas c'est quoi comme fleur, mais apparemment ça amortit bien les chocs. Skull Kid se tient face à vous et refuse de vous rendre votre cheval sur une musique sombre et glaçante. Ce qui correspondra à l'ambiance globale du jeu, on va dire. Et là, vous vous dites « Oh putain, on va déjà affronter un boss, c'est trop cool !» Eh ben non, Skull Kid va utiliser ses pouvoirs sur vous dans une mise en scène horriblement géniale. Oui, vraiment, ça vaut le coup d'œil. Vous allez être transformé en peste mojo. Vous vous souvenez, ces espèces de bestioles antipathiques qui essayaient de vous vendre tout et n'importe quoi et du matériel 3 fois son prix? Ben voilà, plus d'épée, plus de bouclier, plus rien. Et plus de salto entre les plateformes. Au fur et à mesure de votre traversée, vous vous retrouvez sans savoir pourquoi dans le monde de Termina, une sorte de version alternative de Hyrule. Et vous retrouverez alors le marchand de la foire aux masques qui était déjà présent dans Ocarina of Time d'ailleurs. Cet homme vous apprend que Skull Kid lui a dérobé un masque maléfique, le masque de Majora. Il vous annonce également que si vous voulez retrouver votre forme humaine, il vous faudra récupérer l'Ocarina volé par Skull Kid au début du jeu. Il vous laisse alors découvrir la capitale du monde de Termina, Bourg-Clocher. Dans cette ville, les habitants s'apprêtent à célébrer le carnaval du temps qui arrivera dans 3 jours. Cependant, quelque chose ne va pas dans cette ville de Bourg-Clocher. Si vous regardez dans le ciel, vous remarquerez que la lune est très différente de celle d'Ocarina of Time. Elle a des yeux, des dents, et semble se rapprocher au fur et à mesure que le temps avance. Le temps d'ailleurs est un des mécanismes clés de ce jeu. Une fois libre de tout mouvement, vous verrez une horloge apparaître au bas de votre écran. Dans ce jeu, 1 heure de jeu correspond à peu près à 1 minute dans la vie réelle, et certains personnages suivent un emploi du temps bien précis durant 3 jours. Donc faites attention à ne pas les louper. Et là vous vous dites, mais et notre quête dans tout ça? Eh ben figurez-vous que comme par hasard, la fée Taya s'est alliée temporairement à nous et nous conseille d'aller voir la grande fée qui habite dans la ville. Oui, vous avez bien lu, une grande fée dans la ville. Sauf que vous vous doutez bien que ça peut pas être si simple. Une partie de la fée a été maudite par Skull Kid et vous devez la retrouver dans tout Bourg-Clocher, je vous raconte pas le bordel. Une fois la petite fée en votre possession, vous pouvez rendre à la grande fée sa forme originelle et je peux vous dire que c'est les mêmes bombasses géantes que dans Ocarina of Time. Elle vous fait aussi cadeau de votre barre de magie et de votre premier pouvoir. Cracher des bulles. Oui. Faut pas oublier qu'on est un peu toujours une peste mojo, donc bon, fallait adapter la récompense, mais j'avoue, ça craint. Et là, vous pensez que ça va vous servir à quoi de cracher des bulles? À battre le boss final? À jouer dans votre bain? Eh ben non, comme dirait notre cher Léo Dagan, c'est plus compliqué que ça. Et je sais pas si vous vous souvenez, mais dans Ocarina of Time, il y avait une quête qui consistait à échanger un objet A à une personne B pour aller à un endroit C. Je vous épargne les détails, mais en gros, vous échangiez un œuf bleu à un punk dépressif pour au final faire fabriquer une épée par un goron géant qui était aveugle. Et ben le début de Majora's Mask, c'est à peu près pareil. Une fois que vous avez en vous le pouvoir des bulles, vous devez repérer un roux qui essaie d'exploser un ballon avec une sarbacane. Une fois que vous l'avez éclaté, le gosse va vous proposer un jeu de cache-cache à travers Bourg-Clocher. Vous allez ainsi devoir attraper les 5 gosses dans une ambiance de jeu rappelant Mr Bean ou encore Tex Avery. Une fois le jeu terminé, le cache-cache, pour ce qui est du jeu complet, on est encore dans le prologue, donc bon, pour arriver jusqu'à la fin, il y a du temps quand même. Vous obtenez alors le code secret qui vous permettra de vous retrouver dans les souterrains de Bourg-Clocher où se trouvent des araignées terroristes armées de mitraillettes afin de rencontrer Merlin l'Enchanteur qui utilise un télescope pour observer la Lune. Et justement, comme vous êtes là, comme par hasard, la Lune va se mettre à pleurer, comme si elle avait peur de ce qui allait se passer dans 3 jours. Et comme si elle ne se contrôlait plus. Sauf que cette larme de lune va vous permettre d'enfin affronter Skull Kid, parce que là, pour l'instant, on se croirait vraiment en colonie de vacances. Ça y est, la musique est angoissante. Vous êtes enfin face au boss final du jeu, Skull Kid. Mais que faire? C'est le 3e jour et Skull Kid va faire s'écraser la lune. Que faire? Que faire? On ne peut pas l'atteindre. On n'a pas d'épée. On n'a pas de projectile. On a... Des bulles? Et merde, le héros du temps a vraiment régressé. Rigolez pas parce que balancer une bulle sur Skull Kid aura pour effet de faire tomber l'Ocarina du temps à vos pieds. Récupérez-le et vous vous souviendrez des paroles de la princesse Zelda. Ce sera d'ailleurs sa seule apparition dans le jeu. Vous vous souviendrez également des notes du chant du temps déjà présent dans Ocarina of Time.
C'est vrai que 3 notes de musique, c'est hyper dur à retenir. Bah bien sûr. Et là, vous savez pas ce qui se passe, mais vous vous retrouvez au matin du premier jour. Les gens sont encore là, la lune est encore loin dans le ciel. Vous êtes de retour du futur. Ouais mais non, l'épisode il est pas encore terminé, hein. Vous êtes encore transformé en peste mojo et dans 3 jours la lune tombera. Oui, encore! Vous retournez donc voir le vendeur de masques qui vous apprendra le chant de l'apaisement, permettant aux âmes n'ayant pas rejoint l'au-delà de reposer en paix. Vous retrouverez ainsi votre apparence humaine et vous obtenez le masque mojo qui vous permettra de vous transformer en peste mojo quand vous en aurez besoin. Bon, par contre, le mec pensait qu'on avait récupéré son masque et il a l'air grave vénère, alternant entre la gentillesse et des regards démoniaques. Cette scène est magnifiquement glaçante. Et maintenant, je suis sûr que vous vous demandez où est-ce qu'il faut aller. C'est simple, la ville de Bourg-Clocher se trouve au centre du monde de Termina et aux 4 points cardinaux se trouvent 4 contrées différentes. Le marais, la montagne, l'océan et le canyon, respectivement habités par les mojos, les gorons, les auras et les esprits. Chaque région habite également un temple qui enferme l'esprit d'un géant. Si vous voulez stopper la lune, il vous faudra délivrer ces géants afin de lutter contre Skull Kid à armes égales pour sauver le monde de Termina. Au niveau du gameplay, Majora's Mask apporte de très nombreuses nouveautés par rapport à son prédécesseur. Pas moins de 24 masques sont présents dans le jeu et permettent à Link d'obtenir des nouveaux pouvoirs quand il les porte. Par exemple, le masque du lapin lui permet de courir plus vite et de sauter plus haut. Le masque des fées, lui, permet d'attirer des fées perdues dans les donjons. Et c'est comme ça pour tous les masques. D'ailleurs, 4 d'entre eux permettent à Link de changer complètement de forme. Le masque Goron par exemple lui permet de résister au feu et de faire une course en roulé-boulé. Le masque Zora permet de nager sous l'eau, balancer des décharges électriques ou encore envoyer des boomerangs avec vos ailerons. Rien que ça. Et la 4e forme? Eh bien, pour le savoir, il vous faudra détenir tous les autres masques du jeu. En tout cas, sachez que ce dernier masque sera le plus puissant de tous et vous aidera lors de votre combat final contre Skull Kid. Et la grande différence avec Ocarina of Time, elle est là. Les quêtes secondaires sont passionnantes, chaque membre de Termina possédant sa propre histoire, et ça vous occupera pendant très longtemps. Davantage que les 4 donjons du jeu réunis, et je vous assure qu'il y en a des quêtes à faire. Un musicien raté, une fermière enlevée par des extraterrestres, ou encore un couple vivant un amour impossible. Le jeu est rempli de quêtes plus ou moins profondes selon la personne que vous aidez. Mais je ne vous en dis pas plus. Parlons maintenant de l'univers de Majora's Mask, qui est plutôt inédit. En effet, Ganondorf, le méchant emblématique de la saga, est mort, et la princesse Zelda est absente. Cependant, les personnages rencontrés sont les mêmes que ceux d'Ocarina of Time. Les mêmes modèles ont été utilisés avec quelques petits changements. Par exemple, le roi Zora a rétréci et est maintenant membre d'une troupe de Zora. Alors oui, c'est vrai, on peut penser que les développeurs ont voulu gagner du temps, car faut pas oublier que ce jeu a été fait en à peine plus d'1 an, ce qui était extrêmement rapide pour l'époque. Mais non, c'était voulu. L'univers de Termina est parallèle à celui d'Hyrule et à aucun moment il n'est fait référence à un autre monde qui a suscité de nombreuses théories. D'ailleurs, celle que je vais vous raconter a déjà été évoquée par les joueurs, mais on va essayer de rajouter des choses. Tout d'abord, le trou dans lequel tombe Link avant de se retrouver à Termina n'est pas sans rappeler le livre d'Alice au Pays des Merveilles, monde imaginaire, et le fait que Link retrouve d'anciens personnages peut également s'apparenter à un monde de rêve dans lequel Link verrait des images du passé. Ce Zelda est également un des seuls à parler continuellement des morts et de la souffrance. D'ailleurs, chaque masque de transformation renferme l'esprit d'une personne décédée, et quand Link met son masque, il hurle de douleur comme s'il ressentait ce que les défunts ont subi lors de leur mise à mort. La lune qui lâche une larme montre à quel point elle ne veut pas détruire le monde. D'habitude, dans Zelda, on te dit « le monde sera plongé dans le chaos et dans les ténèbres ». Là, si vous laissez le temps passer, le monde est détruit. Genre, vraiment. Et les habitants, et vous avec. Et pour finir, beaucoup de joueurs retrouvent dans ce jeu une façon de voir le deuil, comme le désigne la psychologue Elisabeth Kubler-Ross. Et je vous dis pas ça parce que j'ai fait des études de psycho, mais parce que toutes les putains de vidéos de Majora's Mask en parlent, bordel! Ainsi, selon le modèle Kubler-Ross, Link passerait par différentes phases du deuil. Tout d'abord le déni. Les habitants de Bourg-Clocher refusent de croire que la lune va tomber, et certains restent dans la ville jusqu'à la fin. Vient ensuite la colère, représentée par le roi Mojo, furieux de ne pas savoir qui a enlevé sa fille, la princesse. Le fantôme Goron qu'il nous faut apaiser représente le marchandage, là où ce dernier essaie de négocier sa résurrection avec Link. Enfin, la dépression est représentée par le mutisme d'une Zora qui ne peut pas sauver ses enfants. Et pour terminer, l'acceptation est représentée par le canyon Ikana où les esprits ont enfin accepté leur sort. C'est pour ça que je clame haut et fort qu'il s'agit d'un des meilleurs Zelda pour son ambiance. Le joueur en apprendra davantage sur l'amitié, sur la mort, et surtout sur ce que c'est de grandir. Donc si vous n'avez jamais joué à ce jeu,
Délaissez votre Switch et venez essayer Majora's Mask sur Nintendo 64 ou sur Nintendo GameCube. Moi-même, il s'agissait de mon tout premier jeu, disponible dans le pack Mario Kart Double Dash ainsi que Zelda Collector Edition. Et je peux vous dire que je ne regrette absolument pas mon choix. C'était Fieuse pour Area 404 et si l'émission t'a plu, tu peux liker, t'abonner et partager. Allez, à la prochaine et joyeux Noël, petit rétro gamer. Gameuse. Ouais, mais c'est chaud de le dire en écriture inclusive à l'oral, la merde. Bon, accro de la manette, bonne soirée et à la prochaine.